Bien le bonjour à vous amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci de prendre encore le rendez-vous ce matin pour nous suivre dans cette émission. C'est une nouvelle semaine qui démarre. Je vous souhaite déjà qu'elle vous soit tout simplement agréable. En tout cas, vous êtes là et vous savez que le lundi, nous avons énormément de choses à vous donner, entre autres le défi de la semaine, que sais-je, et bien entendu la recette de la semaine. Alors, installez-vous confortablement car ça va démarrer. Ils sont là sur ce plateau pour m'accompagner tout au long des 1 heure de temps que nous aurons à passer ensemble. Pardon, je vais dire bonjour d'abord à Charlène. C'est Charlène qui me met dans des étapes pas possibles parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas trop dans son mood. Du coup, je suis très soucieuse. Non, c'est pas une ça histoire va aller. de mood. C'est quand je ne me sens pas bien. Ça va aller. Pas à la grâce de Dieu. Bonjour. Ça va, moi, ça va. De mon côté, ça va. Et le week-end? Ah, ça s'est bien passé. Surtout beaucoup de repos. Et puis voilà. J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien également. En tout cas, bon début de semaine à tout le monde. Hein. Que la semaine nous soit fructueuse. Alors, Jacques, bonjour. Ouais, bonjour Blandine, bonjour Ezekiel, bonjour Charlène. Bonjour Je viens Jacques. ici parce que quand je prends chaque entité, toute personne de cette équipe, chacun de nous a des potentiels, des caractéristiques qui l'identifient, en tout cas qui le caractérise à une autre personne. Et quand on se met ensemble, ça produit un effet qui m'intéresse si bien. Et pourquoi pas ne pas partager ce plateau du bien-être avec vous. Donc, très heureux ce matin. Le week-end a été, d'autant plus que je me suis prêté à un sport que l'on n'aime pas très souvent. Mais j'étais obligé de faire ce sport-là. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une lessive dynamique de 360 degrés. Je vous dis que c'était un marathon, on dirait Usain Bolt. Hein? Ça n'a pas été simple. Pas du tout. Pourtant, quand tu cette semaine quand même. Tu accumules à un moment donné. Mais après le le gars sport, te dit, oh non, je suis là. après le sport me quand presse même, pas. cette semaine, c'est la joie. Tu Ouais, peux changer, rechanger. C'est la joie. Ouais. C'est la joie, on ne peut que dire c'est la joie. Parce qu'on repense déjà au prochain sport. Donc, n'est-ce pas? c'est pour ça, je profite de l'occasion pour tirer un grand chapeau à toutes les femmes. Parce que c'est pas simple. j'avoue que, si les femmes font ça là tout le temps, Et maintenant que tu l'as fait, c'est parti pour combien de temps encore? ça c'est Dieu seul qui sait. On les gagne, nous. C'est Dieu. Tu es sérieux? C'est Dieu. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu. C'est parce que tu en as assez haut. Si tu C'est avais Dieu. 2 seulement. Alors, Ezekiel, bonjour. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour Jacques, Charlène et puis Blandine. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Bonjour aussi à nos chers amis qui ne manquent pas l'appel, que ce soit les lundis, les mardis, mercredis, voilà, tous les jours de la semaine, à nous retrouver dans l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous en tout moment. J'aimerais, en début de cette émission, parler d'un petit fait là qui me chagrine beaucoup et envoyer beaucoup de force à ces personnes qui vivent cette situation, notamment les personnes dont, c'est-à-dire lorsqu'elles donnent un enfant, l'enfant se retrouve déjà dans une position de vie ou de mort parfois, où voilà, c'est peut-être une pathologie avec laquelle cet enfant est né, et par faute de moyens, parfois on est obligé d'aller un peu sur les feux rouges, demander de l'aide aux gens, tout ça. C'est une situation moi qui me chagrine personnellement, et donc j'aimerais envoyer beaucoup de force à ces personnes qui toujours essaient par tous les moyens de sauver cet enfant là qui déjà est en guillemets condamné lorsqu'il est déjà né. Donc voilà, c'était mon petit message, coup de pouce, coup de force à ces personnes qui vivent cette situation. Très rapidement. Le message d'Ezekiel est certes poignant, mais moi j'ai un peu de réserve. Oui. Pourquoi? J'ai un peu de réserve pour ces personnes-là qui tout le temps sont au feu tricolore. Parce qu'il y a quelque chose encore. Je me dis qu'on peut le faire autrement. Parfois, j'ai comme l'impression que il y a de ces dames-là, je ne sais pas
si je vais dire certains esprits véreux ou je ne sais, On ne saura jamais. On n'en saura jamais. Mais la façon dont cette personne se présente, moi je me dis que ça ne me convainc pas. Et il n'y a aucune protection de cet enfant-là dont on nous dit que l'enfant souffre de certaines choses, de certaines maladies qui nécessitent une forte somme. Vous ne prenez pas le soin au moins de protéger cet enfant. C'est comme si c'est l'argent que vous venez chercher là qui vous importe. Aucune protection. Parfois il y a le soleil, c'est tout le temps on est là. Et à un moment donné, c'est comme si c'est les mêmes personnes on voit tout le temps. Moi je me dis, est-ce qu'on ne peut pas se diriger vers d'autres centres? Est-ce qu'on ne peut pas aller... En tout cas, on ne peut pas aller ailleurs qui serait mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les services sociaux, c'est pas vraiment ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas chercher d'autres canaux? Parce que, ou encore si vous voulez le faire, trouvez le moyen de crédibiliser ce que vous faites. Mais quand il y a du doute, il n'y a pas le soin. Ça cause un problème parce que vous êtes là pour les soins. Mais quand vous n'entourez pas de soins ce que vous faites, mais il y a un problème. Non, c'est un aspect de la chose que moi je constate très en tout cas, mais non, c'est juste très rapidement pour dire que lorsque tu vois un enfant dans cet état, moi je ne fais pas ce calcul. Je ne pense pas à tout ce qui tourne autour. C'est d'abord l'enfant qui se trouve dans cet état qui m'inquiète. Donc voilà, c'est ce que Jacques a dit, c'est très vrai. Mais ce qui me touche moi particulièrement et le ressenti que je partage, c'est que voilà, cet enfant-là voilà, est presque déjà condamné. Voilà. En tout cas, force et courage à toutes ces mamans qui subissent cette situation actuellement. Eh bien, nous allons démarrer en bonne et due forme cette émission, vous le savez, comme d'habitude avec la causerie du jour. Et la causerie de ce matin nous dit ceci. Enceinte, mon mari me met dehors sur ordre de sa maîtresse. Enceinte, mon mari me met dehors sur ordre de sa maîtresse. Voilà. Bon, mes amis, Eh bien, ce thème-là, moi, je vais parler en même temps parce que il y a des sujets qui me chagrinent. Il y a des sujets qui je dirais, déchirent le cœur. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas du tout apprécié. Et la première question que je me suis posée, c'est la maison de la maîtresse ou bien c'est la maison du monsieur? Maintenant, ça rejoint un peu ce que Ezekiel vient d'évoquer, hein, le cas de ces enfants qu'on retrouve dans la rue. C'est la même chose, c'est-à-dire que votre femme devient une malpropre. Oui. Et c'est comme si on l'éjectait de la société. Oui. Alors que la personne porte un enfant. Moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment sur ordre de la maîtresse? Est-ce que le monsieur même, lui, c'est pas... Comme on le dit parfois, pour tuer son chat... non, c'est pas ça. Pour tuer son chien, on l'accuse de rage, quelque chose du genre. Son chien, voilà. Autant pour moi. Hein. C'est comme si lui-même, il voulait chasser la femme. Oui. Et il vient dire non, que c'est la maîtresse. Si tu es homme, il faut assumer quoi. Sérieusement, ne viens pas dire que c'est la maîtresse. Dis, moi-même là, je vais sortir la femme. Ne viens pas faire ce jeu-là avec nous. Et maintenant, qu'est-ce que la dame a fait? Et peu importe ce que la dame a fait, elle porte une grossesse. Elle porte une vie. Est-ce que ce n'est pas la grossesse du monsieur? Est-ce que la meilleure solution de résoudre ce problème-là est de faire sortir, si jamais il y a un problème, est-ce que la meilleure façon de résoudre le problème est de sortir la femme de son toit? Je ne pense pas. Et nous tous, nous savons très bien que quand la femme porte une grossesse, mais c'est la période où il faut faire toutes les invocations possibles. Parce que ça vient en danger la vie de ce fœtus-là, de cet être cher-là, qui vient également est en jeu. Mais parfois, je me pose la question, à quel moment l'amour devient la haine? Jusqu'à ce point. Celle qu'on a chérie il y a longtemps. Celle qu'on a dit, tu es ma ceci. J'irai même décrocher la lune pour toi. Mon bébé. Mon bébé. Mon soleil. Sans toi, je ne vis plus. Je n'existe plus. Tu es ma source d'existence. Mon oxygène. Mon oxygène. C'est toi qui illumine ma vie. Mais aujourd'hui, on est apte, on est prêt à fermer cette bouteille d'oxygène là. Bon, finalement, on va respirer comment? Il y a une autre source de respiration. Et il faudrait également, si jamais c'est la maîtresse qui est à l'origine, il faudrait que la maîtresse comprenne que si ce monsieur qui n'a pas, excusez-moi, est-ce que je dois dire les couilles? En tout cas, qui n'a pas
Ce courage-là de s'assumer. Tu peux dire les baloches. De s'assumer. Arrive, en tout cas, faire sortir sa femme pour une personne, qu'elle sache que lorsqu'elle va s'installer, La suivante va demander pareil. Exactement. le monsieur sera capable de reproduire le même cinéma. À un moment donné, posons-nous les bonnes questions. C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Je m'arrête là. Parce que j'ai mal. Je rejoins Jacques totalement. On se demande souvent à quel moment est-ce que l'amour donne sa place à la haine. Tu vois deux personnes qui se sont jurées amour et fidélité, toujours à l'autre, qui, genre, tu ne les reconnais pas, quoi. C'est comme si seulement savoir que l'autre respire, la respiration de l'autre lui fait mal, en fait. Et à quel moment est-ce que... Moi, je me dis que quand vous êtes mariés, c'est que, bon, dans la plupart du cas, c'est la communauté des biens. Ça veut dire que ta maison est également sa maison. Donc, qu'il te fasse sortir comme ça, étant enceinte, dans peut-être des conditions pas possibles. Et dans ce genre de cas, le monsieur, genre, il ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de la grossesse et de toi-même. Ça veut dire que tu es laissé à toi-même, en fait. Et ça peut conduire à la dépression. Déjà, ça conduit déjà. Voilà, ça conduit à la dépression. Et le bébé, on dit généralement que quand la maman ne se sent pas bien, n'est pas bien dans sa chair, ça agit forcément sur le bébé à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, je sais pas, c'est déplorable, mais malheureusement, ce sont des cas qui arrivent. Et cette maîtresse-là qui demande à ce qu'on te fasse sortir, elle, comme Jacques vient de le dire, on dit le bâton qui a servi à frapper l'ancienne femme, forcément va servir à te frapper. Je vais prendre un petit exemple. Il y a une histoire vraie qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une dame qui s'était jurée ne jamais sortir avec un homme marié. Mais malheureusement, c'est arrivé. Elle sortait avec le monsieur au point où elle a toujours voulu la place de la dame. Le monsieur a dû répudier sa femme et a épousé la maîtresse. Donc, il ne savait pas que celle qu'il répudiait était malade, très malade. Elle était atteinte du cancer. Elle suivait une chimiothérapie, mais vu que bon, tous ses espoirs c'était en son mari et tout ça, se demandait à quoi bon de vivre si genre le monsieur ne peut pas avoir le soutien de son mari à côté et tout et tout. Donc la dame finalement est décédée. Et cette maîtresse, je vous assure, chaque jour, elle sentait la présence de la dame. Elle sentait un peu comme les pleurs de la dame. Si bien que finalement, elle a dû divorcer du monsieur. Ça veut dire que l'autre qui est parti, tu es venu, tu as pris sa place, tu ne seras jamais heureuse. Sincèrement. C'est vrai, on ne construit pas le bonheur sur le malheur d'une autre personne. Si tu veux, demande au monsieur, il te prend un appartement, vous faites les choses là-bas, sans déranger celle qui est à la maison. Mais, et puis, il y en a, quand elles sont dans leur coin, c'est comme ça ne les suffit. Il faudrait forcément que la dame soit au courant qu'elle de leur présence. Si vous voulez être tisa, maîtresse de nos mariés, connaissez vos places, quoi, et vos limites, et restez à votre place, c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, Ézéchiel, qu'est-ce que le sujet te dit? Que voulez-vous que moi j'ajoute? C'est, disons que c'est le bon sens permet à tout à chacun de nous de comprendre un peu voilà, le schéma dans lequel nous sommes. Une personne qui est dotée du bon sens sait que voilà, ce n'est pas déjà sous l'influence de sa maîtresse qu'on met à la porte sa femme, et encore moins lorsqu'elle est enceinte. On sait aussi clairement que lorsqu'une femme est enceinte, bah, elle mérite la protection, surtout si c'est une grossesse qui est de vous encore. Voilà, donc je pense qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles cet homme ne devrait jamais mettre sa femme à la porte, et aucune même qu'il ramène sa maîtresse dans cette même maison-là.
Donc je pense que, voilà, comme Jacques l'a dit, lorsqu'on se promet fidélité, quoi, amour, oxygène, c'est vrai que les choses changent, les choses changent. Hein, les gens changent aussi et la vie va continuer dans le même sens voilà, qu'elle était bien avant que les gens ne changent. Parce que, voilà, quand les personnes changent, bah, elles changent avec leurs attitudes, aussi avec leur manière de penser, etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est l'impact principal hein, que ça a sur les relations humaines, tout simplement. Mais même lorsqu'on sort du cadre où vous ne vous aimez plus, voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison qui justifie le fait de mettre une femme qui porte votre enfant à la porte. Je pense que c'est tout ce que moi j'ai à dire, parce que sur ce genre de sujet, on n'a pas besoin de beaucoup parler, beaucoup blater, parce que quand tu vois, tu sais, tu comprends lorsque tu as voilà, un certain sens d'intelligence. Voilà. Oui, Jacques. Rapidement, je me pose la question, est-ce que le monsieur jouit de ses facultés? Est-ce qu'il a vraiment tous ses sens avant de poser un tel acte? C'est aussi quelque chose à rechercher. Et l'autre aspect, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un monde où, et d'autant plus que nous sommes en Afrique, il y a une certaine spiritualité qu'il ne faut pas négliger. Oui. Je me pose la question, est-ce que le monsieur n'est pas sous une certaine dominance? Parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que les gens sont capables juste à cause de l'honneur ou à cause de vouloir faire du mal à quelqu'un. Les gens sont parce que la personne déjà se nourrit du mal, de la haine. Elle est capable de faire tout ce qu'elle peut, même s'il faut passer par des pratiques les plus je ne sais quoi. Elle est capable de le faire juste pour pourrir la vie à une autre personne. Et le monsieur n'est plus lui-même et il est sous le contrôle d'autres forces. En tout cas, moi je sais que ça existe. On ne doit pas négliger cet aspect-là. Et puis moi je dis, quand on n'a pas les moyens de faire la polygamie, ce n'est qu'une ruine de l'âme en fait. Parce que tu n'as pas les moyens, abstiens-toi de la polygamie. Tu finiras par détruire des vies comme ça. Et pour finir, ça c'est un conseil à l'endroit de nos jeunes sœurs. Exigez toujours qu'on légitime ou encore qu'on légalise vos relations. Si cette relation-là, on l'a légalisée devant monsieur le maire, je pense que la femme serait dans le plein droit de poursuivre le monsieur où elle voudra. Même pas de poursuivre, juste que si elle est légalement mariée à cet homme-là, le simple fait de divorcer, bah, normalement, elle est en droit de réclamer la moitié des biens de ce monsieur et de bien vivre d'ailleurs, peut-être même un peu plus de la moitié. Et non seulement ça, il sera condamné aussi à payer comment ça s'appelle là, ça m'échappe un peu, ce qu'on paye pour les enfants. J'oublie. Les allocations. Les allocations, voilà, il sera obligé de payer les allocations. Donc voilà, je pense que si c'est dans ce cadre légal, bah, le monsieur sait qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner chez la enfant. Voilà, donc c'est d'où la question, nos jeunes sœurs, en tout cas ça c'est un cas, mais plus loin, essayons d'être patients et de bien faire les choses pour ne pas être victime de certaines choses. Parce que quand ça arrive à certaines personnes, on doit arrêter, prendre un peu de recul et réfléchir sur ces cas et se dire comment est-ce que je peux éviter cela. C'est vrai qu'on ne peut pas tout éviter à 100%, mais au moins minimiser les risques. C'est important. Cherchons à être dans des relations vraiment légales. Sinon, on risquerait beaucoup. Et ce n'est pas, c'est l'occasion aussi de dire à certaines personnes, ne poussez pas aussi vos enfants à entrer dans le mariage parce que si on ne prend pas le soin de bien faire les choses, je nous assure que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Clairement. Bah, je reviens rapidement sur ce que tu as dit. Il faut chercher toujours à légaliser, c'est vrai, mais combien de femmes connaissent leurs droits? Il faut également avoir quelques notions en droit. Surtout celles qui, excusez-moi, n'ont jamais mis pied à l'école. Comment est-ce qu'elles sauront qu'après le divorce, elles auront droit à tel pourcentage, etc. Donc, c'est pour ça que les avocats existent, c'est pour ça que les juristes existent. On va chercher peut-être 16 organismes là qui oui, exactement. Parler de fonds en compte. Exactement. Certaines personnes sont dans le cas, elles ne savent pas vers qui aller, où avoir, ou encore comment chercher l'information et tout ça là. Ce serait bien qu'on en parle et qu'on essaie d'éclairer ces personnes. Eh bien, merci à tout un chacun. C'est vrai que c'est un sujet vraiment poignant. C'est un sujet vraiment poignant. Moi-même, quand j'ai eu le sujet, ça m'a fondu le cœur parce qu'après tout, je suis une femme aussi. Et je me dis, si une femme derrière peut faire une telle chose
à une autre femme, c'est que c'est grave. En tout cas, les collègues sur ce plateau ont dit assez de choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans une redondance. Ce que je voudrais tout simplement ajouter, c'est qu'il faudrait qu'on fasse preuve de vigilance, qu'on fasse très attention, qu'on ne se dise pas qu'on est dans une relation parce qu'on vit avec le monsieur et puis voilà, on est en sécurité, c'est bon. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc, essayons d'être vigilants et comme ils l'ont dit, essayons de nous approcher vers des personnes qui peuvent nous donner des conseils sur comment est-ce qu'on peut véritablement être en sécurité dans un foyer. Ça peut véritablement nous aider parce que la dame, si dans sa situation, je ne pense pas qu'actuellement, elle a les ressources nécessaires pour pouvoir confronter ce monsieur-là. Peu importe ce que les autres feront, elle n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir confronter ce monsieur. Donc, quand on se met en couple, essayons également, laissons les je t'aime, essayons également d'avoir l'esprit vraiment clair, de savoir ce qu'on fait, de savoir exactement où est-ce que cette relation nous mène, de savoir comment est-ce qu'on s'assoit dans la relation. C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après, ça nous laisse tomber. Ça nous laisse tomber. En tout cas, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui vivent cette situation actuellement. Parce que je sais qu'il y en a assez. Parce que ces histoires de tease actuellement, les histoires de tease actuellement là, ça abonde. Mais n'oubliez pas, la manière dont vous le faites aux gens, c'est de cette même manière on va vous le faire. Oui. La manière dont vous le faites aux gens, c'est de cette même manière on va vous le rendre. Plus que ça même, et proprement. Voilà. Et après, ne venez pas vous plaindre. Le karma. C'est ça. Ah oui, le karma, ça existe. Sur ce, nous allons marquer une pause et poursuivre cette émission. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme.
Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, nous allons donc poursuivre cette émission. À vous qui venez de nous rejoindre, merci. Vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Une start-up révolutionne le système de santé grâce à l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Son nom, La Ruche Rêve. Allons voir comment cette application transforme la vie des patients et des professionnels de santé avec nos confrères de VOA Afrique. Astan, jeune maman, doit emmener son bébé de 2 mois chez le médecin. Plutôt que d'attendre des heures, elle dégaine son téléphone et en quelques clics prend rendez-vous via La Ruche Health, une application ivoirienne qui transforme la santé en ligne. Sa demande à peine envoyée, son téléphone sonne. Confirmation immédiate, service rapide et sur mesure. Je suis Sophie de La Ruche Health. Oui, bonjour. Donc nous avons bien reçu votre demande pour une consultation à domicile ce vendredi entre 10h et midi. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le fait qu'on puisse prendre directement rendez-vous, faire des téléconsultations ou même des consultations à domicile, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, c'est très important. Que ce soit pour des consultations pour un problème, pour ma fille qui a régulièrement des vaccins à faire, c'est très pratique parce que se déplacer avec un bébé, c'est toujours difficile. Donc, si jamais je pourrais vraiment associer une expression à La Ruche, c'est un gain de temps et de la praticité, quoi. Gagner du temps et simplifier la vie des patients, c'est la promesse de La Ruche Health. Mais pas seulement. Pour les médecins aussi, c'est une petite révolution. Ce matin, Dr Sako, gynécologue, enchaîne les téléconsultations via l'application. J'aimerais savoir, est-ce que si j'utilise ce moyen-là, la plateforme me permet d'avoir plus de patientes. Parce que pour toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer, c'est une opportunité pour elles d'avoir accès à mes services. Alors, de façon concrète, le patient prend rendez-vous, donc c'est lui-même qui choisit le spécialiste avec qui il veut avoir rendez-vous via l'application. Et ensuite, à l'heure du rendez-vous, nous on rentre dans l'application. On clique sur le nom du patient, il y a une page qui va s'ouvrir et on va cliquer sur le bouton pour commencer la téléconsultation. Mais qui dit télémédecine dit aussi question de confidentialité. Un point crucial pour Dr Stéphane Com, qui s'est assuré que les données médicales de ses patientes restent bien protégées. Ce dossier médical, il est vraiment confidentiel. Ça a été l'une de mes premières préoccupations avant de pouvoir commencer à travailler avec La Ruche. Et leur application m'a garanti que c'est un dossier qui ne va pas fuiter, il est crypté. Même en termes d'accessibilité, ceux de La Ruche ne peuvent pas avoir accès au contenu du dossier de ma patiente. En moins de 2 ans, La Ruche Health a séduit plus de 180 000 utilisateurs. Son secret, un chatbot intelligent et une équipe d'une quinzaine de médecins spécialisés, accessible en quelques clics. Sur l'application, on va également retrouver un chatbot qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc on l'a appelé Kiko. Donc grâce à Kiko, le patient va pouvoir poser ses questions sur la santé et avoir des conseils fiables. À partir du moment où le patient va demander un diagnostic, Kiko va proposer au patient de se connecter à un professionnel de la santé. Donc on peut aussi réserver ses rendez-vous grâce à Kiko. Derrière cette réussite, une volonté, pallier le manque de médecins en Côte d'Ivoire. Avec un praticien pour environ 6 000 habitants, l'accès aux soins reste un défi. La Ruche Health mise sur l'alliance entre humain et numérique pour rapprocher les patients des médecins et ainsi révolutionner la santé. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons donc poursuivre cette émission avec le défi de la semaine. S'engager aux côtés d'une action solidaire, c'est ce que Ezekiel nous propose comme défi à relever.
En ce qui concerne cette journée, cette semaine et encore toute la vie. C'est ça. Hein. Je ne comprends pas pourquoi la rubrique a pris cette proportion. C'est l'inspiration. Ah ouais. Il a fait la proportion maintenant hein, de toute une vie, mais voilà, c'est encore mieux. Ouais, voilà, c'est toujours dans le but d'améliorer aussi la condition de vie des personnes qui n'en ont pas l'occasion, ou encore hein, d'apporter un peu de bien-être et de gaieté. Alors, s'engager aux côtés d'une action solidaire, c'est quelque chose qui peut être utile non seulement pour vous, mais aussi pour votre société, parce que voilà, il y a toujours là où il y a toujours là où il y a toujours du besoin, bah forcément il faut qu'il y ait des gens qui viennent combler ces attentes-là. Et donc parfois, hein, il ne faut pas attendre hein, qu'on vous sollicite pour pouvoir le faire ou avant de le faire. Vous pouvez même vous le faire de votre propre initiative. Vous allez me dire, bon ok, c'est bien, j'aimerais bien m'engager. Comment est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire exactement pour pouvoir me sentir engagé aux côtés d'une action solidaire? Bah, tout simplement faire du bénévolat. Faire du bénévolat, parce que le bénévolat aujourd'hui, c'est une action qui est de moins en moins faite aujourd'hui dans le monde entier, parce que voilà, tout le monde est à la recherche du gain, si je peux le dire ainsi, de l'argent, du pain quotidien. Et donc personne n'accepte vraiment de pouvoir mettre ses services gratuitement hein, voilà, pour des causes ou encore pour des actions solidaires. Mais pour pouvoir le faire, c'est ce qu'il faut faire du bénévolat, mettre vos compétences voilà, au service d'une association qui peut-être aide les enfants ou les orphelins, ou encore qui aide des personnes démunies à pouvoir s'en sortir, voilà, ou encore dans des associations éducatives pour les jeunes, pour les enfants. Donc voilà, mettez vos compétences au service de cette association-là. C'est déjà faire du bénévolat et aider aussi et s'engager aux côtés d'une cause noble ou non. Si vous n'avez pas le temps à mettre à disposition des gens et que vous avez les finances, bah, pourquoi pas. Faites des dons en nature, des dons financiers. Ça aide aussi beaucoup les associations à pouvoir s'en sortir, parce que il n'y a pas de financement propre pour les associations. Ce sont des financements d'aide des gens des organisations internationales qui parfois donnent ces aides-là, ou encore des mécènes qui voilà, essaient d'aider un peu ces associations. Donc, si vous n'avez pas la compétence ou le temps à accorder à l'association, bah, mettez aussi voilà, votre ressource financière aussi à la disposition de ces personnes, de ces associations, pour pouvoir les aider. C'est aussi s'engager voilà, pour une cause noble, ou encore participer tout simplement aux sensibilisations, que ce soit sur les réseaux sociaux par exemple. C'est un truc qui est très simple mais qui est très utile aussi voilà, aux associations. Lorsque on prend le cas de par exemple nos amis qui font souvent les plages propres, hein, qu'on a reçu ici 2-3 fois, et bien ce qui peut booster ce genre d'activité, c'est justement que voilà, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux relaient ces informations-là pour que plus de personnes soient atteintes et qu'on puisse avoir beaucoup plus de personnes présentes à ces activités-là. Donc c'est aussi une manière très simple de pouvoir voilà, aider ces associations à pouvoir s'en sortir, à pouvoir se battre pour les causes. Donc, et pour finir, je dirais que je dirais que vous pouvez aussi prendre des initiatives locales, par exemple. Aujourd'hui, on s'attend à ce que voilà, l'État ou le gouvernement fasse tout pour nous, mais on peut aussi parfois poser les bases hein, pour ces autorités-là, et puis les aider à pouvoir se rendre compte que ici dans ce secteur, il y a vraiment ce besoin-là. C'est à base des initiatives locales qu'on peut réaliser ça. Par exemple, hein, je parlais de plage propre, vous pouvez par exemple organiser un quartier propre, voilà, mobiliser les jeunes de votre quartier, même les vieux hein, ou même les personnes d'un certain âge aussi, à pouvoir peut-être rendre propre les caniveaux du quartier, ou encore vider les dépotoirs de ces quartiers-là. C'est aussi s'engager aux côtés d'une action solidaire, parce que rendre propre votre environnement, c'est participer à la santé, au bien-être de votre communauté. Donc voilà, ce sont les quelques canaux que je peux vous offrir pour pouvoir essayer de vous sentir utile, engagé, solidaire envers les autres dans votre société. Oui, très rapidement, le sujet d'Ézéchiel m'a vraiment inspiré. Et moi, je me dis, avant qu'on ne mette ses compétences sur un marché, avant qu'on ne vende ses compétences, il serait bien qu'on s'essaie quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement parfaire son art, apprendre d'autres de ces personnes-là avant d'aller même sur le marché. Moi, je suis très content de savoir qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes-là qui, parce qu'ils ont le savoir, ils ont la connaissance, ils prennent des enfants ou encore même, en tout cas des jeunes, qu'ils essaient de les répéter gratuitement.
il peut prendre une matière ou bien il choisit les matières dans lesquelles il se sent à l'aise. Il essaie de travailler avec ses enfants. D'abord, ça t'apprend à vivre en société. Ça t'amène à développer le sens de l'écoute. Tu écoutes l'autre et tu arrives à solutionner son problème. Exactement. Et ça te permet également les connaissances que tu as. Tu essaies de les parfaire, de les mettre à contribution. Exactement. Et j'avoue que plus tard, quand tu vas être peut-être en entreprise, tu vas être quelque part, peut-être à l'école, être un instituteur ou je ne sais quoi, facilement, les compétences, les notions que tu as acquises de l'autre côté vont t'accompagner. Justement. Même parfois, quand tu es en entreprise, il y a des situations qui vont se présenter parce que dans ta vie, tu as eu à faire certaines choses. C'est l'occasion de faire appel à ces connaissances-là et de mettre ça à profit. Et c'est vraiment intéressant. On se pose la question, mais waouh, on te découvre une première fois. Est-ce que donc tu avais ces compétences-là? Et c'est intéressant. Et c'est ce que d'ailleurs les entreprises recherchent, que tu aies quand même un plus. Même ça peut être même à la maison. Donc moi, je nous encourage vivement. Ce défi-là, ça m'intéresse, ça me plaît. Et chaque personne a quand même quelque chose à offrir. Forcément. Essayons de découvrir cela et d'apprendre à le parfaire. Ça nous fera forcément du bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez vous découvrir d'autres compétences, d'autres capacités. Donc voilà, tant que vous êtes dans ce que vous faites de bien, vous n'allez pas forcément savoir ce que vous pouvez faire de mieux. Donc voilà, donc c'est un peu dans le même sens que Jacques, essayez de vous découvrir, en tout cas de vous redécouvrir à nouveau. Ça fait toujours du bien d'ailleurs. Merci beaucoup Ézéchiel pour ce défi. Et c'est donc ce qui met fin au défi de cette semaine. Nous allons y aller avec Serge. Eh bien voilà la rubrique qui rend le savoir contagieux, l'antiseptique de l'ignorance. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. Très importante. Moi-même, l'information, là, je recherchais ça depuis. Parce que on ne sait jamais. Si tu ne sais pas, à qu'à demander. Et puis, on va te donner la réponse. Donc, aujourd'hui, Jacques lui-même, étant donné que c'est quelqu'un qui aime genre fouiller, farfouiller pour me sortir. Non, laisse ça. Tu ne peux pas savoir ce que je veux dire. Elle est encore vivante. Donc, moi je ne fais que essayer de garder la ligne. Farfouiller, réfléchir, sortir les choses dans les tréfonds là. Il a sorti ça pour nous ce matin. Est-ce que boire la bière fait grossir le ventre? Que 2 jours là, c'est parce que je bois de la bière que mon ventre est gros comme ça. Bon, c'est parce que ces temps-ci, bon, je prends assez de bière que mon ventre est comme ça. Est-ce que c'est vrai? Pour certains, même c'est un signe d'aisance. Que sais-je? Heureusement que je n'en prends pas. Alors Jacques, on a demandé même l'avis. Illumine-nous. Ce n'est pas d'avis. Ce n'est pas d'avis, c'est une information. Illumine-nous. Merci Blandine. Eh bien, c'est un sujet très passionnant. Et tu as su planter le décor. Quand on prend quelques 2-3 bouteilles, à un moment donné, on se dit, ah, tu vois, c'est à cause de ça. Je deviens maintenant à l'aise, hein. J'ai un petit subventru. Le ventre administratif. Justement, une cravate, ça se pose. C'est ça. Et on dit que, ce ventre-là, les gens l'aiment bien, surtout quand on pose quelques mains sur ça, là. Je pense que c'est. Donc, c'est une fausse conception de croire que prendre la bière fait pousser du ventre. Peut-être que je vais décevoir certains, mais c'est la réalité. Et cette réalité se justifie. Et pour justifier cela, je vais vous faire plonger dans les annales de que sais-je. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Quand vous constatez qu'une personne prend la bière et à un moment donné, le ventre commence pas à sortir, ce n'est pas que la bière. Il y a d'autres facteurs qui contribuent, qui font que cette personne commence par pousser du ventre. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous prenons la bière a un apport en calories très élevé. Et on va jusqu'à dire que quand on prend un verre de 500 ml, on va jusqu'à 150 à 200 calories. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous le prenez? Puisque l'organisme n'arrive pas à brûler ces calories-là,
ça se transforme en graisse qui se pose au niveau de l'abdomen. Alors tout ce ventre-là, c'est la graisse qui se pose. Et pourquoi ça se pose? Juste parce que quand ces personnes, dans leur pratique alimentaire ou dans leur habitude alimentaire, prennent la bière, qui est comme un aliment, ces personnes ne prennent pas le soin de faire des mouvements, d'associer à cette habitude alimentaire-là des pratiques, une activité sportive. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand ces personnes prennent de la bière? La bière va susciter d'autres envies. On va vouloir prendre quelque chose qui est un peu épicé, quelque chose qui est un peu salé. On veut faire un mélange parce que on prend la bière. Pour qu'on ait toujours cette envie continuelle, il faut quand même qu'on ait quelque chose épicé à côté. Et ce sont les contenus de la bière qui nous amènent à avoir cette envie-là. Je ne veux pas trop rentrer dans des termes beaucoup plus techniques pour embrouiller l'esprit, mais voilà un peu le mécanisme. Et quand on va commencer par associer ces épices-là, on a des brochettes par ici, on a des grillades, tout ce que vous voulez. Donc on apprend. Des aliments gras. Des aliments gras, on en prend. Et ça nous fait plaisir et on dit envoie encore. Envoie. Et après on se retrouve peut-être à 6 bouteilles, 10 bouteilles. On se dit oh vraiment ça fait plaisir. Et on revient encore. Et quand on le prend, on ne prend pas ce plaisir-là, on ne se dit pas, ok, je dois également détendre mon corps, je dois faire quelques activités pour permettre à ce que le gras là, l'organisme puisse éliminer cela. Et ça se pose au niveau de l'abdomen. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle même les hormones et les répartitions des graisses. C'est-à-dire quoi, chez les hommes surtout, une consommation régulière d'alcool peut entraîner un déséquilibre, d'accord, hormonal. C'est-à-dire que une diminution de la testostérone. Et récemment, je vous ai parlé de la testostérone ici. Et c'est qu'elle en sait quelque chose. Ça là, reviens dessus s'il te plaît. C'est important. C'est-à-dire que la consommation régulière d'alcool va provoquer ce que nous appelons un déséquilibre hormonal. Et c'est surtout une diminution de la testostérone. Et nous sommes sans savoir que c'est la testostérone qui se fabrique au niveau des testicules, qui fait qu'au niveau de l'homme, il y a une certaine productivité. C'est ça qui est là. La gestuelle qui va avec. Voyez-vous, et donc cela va favoriser une certaine accumulation de la graisse au niveau du ventre. Alors c'est très important qu'on retienne cela. Ce n'est pas que la bière, mais c'est l'habitude alimentaire qui entoure la prise de la bière. Voyez-vous. Et d'ailleurs, c'est pour finir la petite histoire qui va d'ailleurs nous donner une petite leçon. Vous connaissez l'histoire du brasseur Maître Barnabé? Non. Voilà. Eh bien, il se trouve que dans un village perdu entre deux collines, il y avait un brasseur du nom de Barnabé qui savait très bien faire brasser de la bière très esquisse avec un mélange du houblon et quelques épices qui faisaient une certaine particularité. Donc les gens tellement en prenaient, c'est qu'ils en raffolaient, ça leur faisait plaisir. Mais à un moment donné, on a commencé par remarquer une poussée du ventre chez ces personnes-là qui venaient se faire du bien. Et on a commencé par dire que on leur aurait jeté du sort. Parce que d'autres brasseurs seraient jaloux. Et pour décourager les gens, les empêcher à aller toujours chez Maître Barnabé, on les a envoûtés, on leur aurait envoûtés pour qu'ils n'aillent plus chez M. Barnabé. Donc, et c'est là qu'ils ont commencé par pousser du ventre. Donc, d'aucuns vont jusqu'à dire que c'est pour ensorceler même les clients qui viennent chez Maître Barnabé. Et le monsieur, très curieux, parce qu'à un moment donné, les gens, ça effrayait les gens. Et le monsieur Maître Barnabé, lui-même, à un moment donné, était obligé de pousser, de faire son enquête. Et c'est là qu'il rencontra plutôt un monsieur très sage et qui, après discussion, lui fit cette confidence. Il lui dit, ce n'est pas la bière qui est maudite, tenez-vous bien. Mon cher Barnabé, c'est l'abus qu'il est. Il dit, car si tu bois sans retenue et que tu chasses la soif sans bouger tes jambes, ton ventre deviendra aussi rond qu'un tonneau. Et M. Barnabé a compris quelque chose, c'est ce que nous venons de dire. Et quand M. Barnabé est retourné chez lui, je pense que les brasseurs devaient en faire autant. Qu'est-ce qu'il a mis dans son bar? Il a mis ceci: la bière est un plaisir, non un festin.
Si tu la bois sans courir, ton ventre finira rond comme un moulin. Eh bien, depuis ce jour, les villageois continuèrent toujours à savourer la bière de chez Barnabé, mais en prenant soin de danser, de travailler après chaque gorgée ou chaque prise. Donc, en gros, il faudra retenir que ce n'est pas la bière, mais les habitudes. Et quand on en prend, faisons comme Maître Barnabé, prenons et faisons également bouger nos jambes, faisons des activités pour casser cette graisse-là qui viendra s'accumuler au niveau de l'abdomen. Les amis, toujours avec modération, hein, s'il vous plaît. Toujours avec modération. Voilà, toujours avec modération. En tout cas, très important. Très bien expliqué. Ouais. Non, mais c'est Jacques. Avec l'histoire dans les collines, tout ça. C'est Jacques. Il était là, c'était l'assistant de... Non, mais c'est de Maître Barnabé. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Je vous l'avais dit, il nous élimine toujours. Ça, c'est son fort, en fait. Ça. Ainsi. Donc, quand vous prenez avec modération, faites du sport pour casser le ventre là. C'est important. La bière est un plaisir, non un festin. Ne prenez pas juste parce que voilà, c'est le festin de la bière. Le ventre deviendra rond comme un moulin. Merci beaucoup, Jacques. Et c'est donc tout pour Que sais-je. Nous allons marquer une pause et retrouver Charlène dans la recette de la semaine. La bonne saveur, votre heure a sonné. Tout de suite, recette de la semaine. Voilà pour ce matin, Charlène nous propose la recette de la mousse de riz infusée aux épices. Exactement. Toujours là, tu ne blagues pas. Quand ce n'est pas astuce, tu viens sur ce plateau avec des recettes. Vous savez, je t'assure. C'est gastronomique. C'est une recette propre à mon invité, chef François, que nous avons déjà reçu sur ce plateau. Alors aujourd'hui, il va nous présenter cette recette. Il nous dira si c'est une entrée, un dessert, une résistance. Je sais pas, voilà, et de quoi sont composés, voilà, tout ce qu'il a ramené aujourd'hui comme recette. Bonjour chef. Bonjour Chanel, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à vos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, aujourd'hui, la recette de la semaine, c'est la mousse de riz infusée aux épices. Là, c'est un dessert. C'est un dessert et aujourd'hui, j'ai voulu le présenter en apéro. Et la mousse de riz infusée aux épices, c'est la bouillie de riz qu'on boit habituellement. Que nous avons un peu travaillé avec des techniques culinaires et tout, que nous avons élevé un peu dans un rang gastronomique parce qu'aujourd'hui, la cuisine togolaise, on doit aussi lui donner ce côté charmant et tout, donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Et maintenant, quels sont les ingrédients qui sont entrés dans la préparation de notre recette? Donc pour la préparation de cette recette, nous avons besoin de l'élément de base qui est le riz. Ensuite, nous avons besoin du lait. Et ensuite, nous avons besoin de la mascarpone qui est le fromage utilisé en dessert. Ok, là c'est les ingrédients principaux. Et pour sublimer, donner ce côté exotique aux apéros, nous avons choisi de faire un coulis de mangue pour pouvoir sublimer et apporter cette fraîcheur aussi à l'apéro. Au cas où on n'a pas de la mascarpone, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose? Si vous n'avez pas de la mascarpone, peut-être vous pouvez faire avec du lait concentré, peut-être avec du lait simple, comme vous voulez. Mais la crème fraîche également. La crème fraîche également, oui. Donc mascarpone, vous pouvez trouver ça au supermarché. Hein? Oui, c'est dans les commerces et tout. Mais je vois un truc en bas, c'est comme des biscuits, je ne sais pas. Oui, il y a les biscuits sablés qui sont en bas pour donner ce côté croquant aussi à l'apéro. Parce qu'en cuisine, on n'oublie pas aussi les textures. Il faut le croquant, il faut le moelleux, il faut tout, quoi, comme du goût et tout. On sait un peu ça. D'accord, ok. Ça, en tout cas, ça donne envie. Hein.
Ça donne envie. Donc, c'est après ça qu'on va rajouter la purée de mangue. Oui, alors quand nous allons passer à la dégustation, nous allons seulement laisser le coulis de mangue sur la préparation, puis on pourra déguster. D'accord. En tout cas, toujours avec les fleurs comestibles. Et est-ce que ça se mange à chaud, à froid? Ah oui, les fleurs comestibles, là, ce sont des fleurs de pensée. Ce sont des fleurs qui sont un peu sucrées. Comme nous sommes dans un univers sucré et tout, donc nous allons passer à cette fleur. On travaille avec des jardiniers. Nous sommes en train de travailler sur des fleurs qui sont comestibles et adaptées à chaque type de plat. Donc aujourd'hui, je suis avec les fleurs de pensée, également avec les fleurs de mangue que nous connaissons tous, pour leur côté fraîcheur aussi. Alors vous avez parlé également d'épices. Bon, le nom de la recette, pourquoi les épices et quel genre d'épices est-ce que vous avez Les épices, d'abord, c'est pour apporter aussi ce côté togolais que nous connaissons tous parce que nous sommes des Togolais, nous consommons beaucoup d'épices et nous connaissons aussi les vertus des épices. Et nous avons choisi comme épices ici comme la cannelle, la badiane, la citronnelle et les épices que nous connaissons aussi sur le marché et qui sont aussi des antibiotiques pour l'organisme. Donc c'est pour aussi faire cette référence aussi à la santé et tout que nous avons pensé aussi infuser les épices dans cette recette. D'accord. Alors on vous laisse terminer le dressage. Ok. Là, j'ai apporté cet appareil pour vous montrer. Et ça, c'est un appareil que nous utilisons en cuisine qui s'appelle le siphon. C'est pour pouvoir former des mousses qui sont tellement qui rendent la préparation plus légère. Ils ne sont pas aussi compacts dans l'estomac et tout, qui allègent la préparation et tout. Donc, la mousse a été réalisée à partir de cet appareil. Et après, nous avons mélangé avec le riz au lait qui est infusé aux épices pour pouvoir donner aussi ce côté aérien à la préparation. Donc là, pour terminer la préparation, nous allons passer pour mettre notre coulis de mangue. Comment a été réalisé le coulis de mangue? Le coulis de mangue, pour réaliser le coulis de mangue, vous épluchez les mangues comme d'habitude, vous coupez ça et pour vous mixer ça dans un mixeur. Vous ajoutez un peu de jus de citron pour pouvoir apporter aussi ce côté acidulé, un peu acidulé au plat. Donc j'ai un peu incorporé aussi les feuilles de menthe pour ce côté aussi fraîcheur de la préparation. Donc là, je vais finaliser avec les fleurs de pensée. Les chefs avaient leur veste de cuisine. Genre, ils peuvent tout mettre dedans. Hey! C'est toute une décoration, tout un art. On dit les yeux mangent avant la bouche, quoi. Dès que tu vois, tu as envie. En tout cas, je sais que Blandine va enlever les fleurs de déposer à côté. Mais pour Jacques, je pense que vous pouvez mettre toutes les fleurs, hein, ça passe pour lui, quoi. Sans modération. Sans modération. On dit que c'est des fleurs comestibles, vous ne voulez pas essayer. Laissez là, ça va vous laisser. Ok, là on met quelques fleurs de menthe aussi pour apporter ce côté aussi. Donc ça se prend ensemble. Oui. C'est ça. Vous dégustez, vous allez en bas pour aussi toucher le biscuit et déguster tout en même temps. Et puis ce que j'aime, c'est que quand tu vois un cuisinier qui est pro, quand tu vois le travail d'un cuisinier qui est pro, c'est nickel, propre et tout. Quand tu vois également pour un amateur, tu sais que cette personne est amateur. Donc, en tout cas, c'est... J'allais faire le casting. Ouais, en tout cas, donc là, c'est bon. On peut passer à la dégustation. Donc c'est notre mole zobo qui est comme ça. Oui, c'est notre mole zobo qu'on a l'habitude de consommer. Donc là, c'est déjà prêt. On peut passer à la dégustation. Actuellement, Ezekiel, du courage. Hein. Il n'a qu'à nous excuser. Merci, je vais faire comme ça. D'accord. Ok. Tiens. Ok.
N'est-ce pas? C'est C'est bien bien frais aussi. frais. Hein. Bien frais. C'est nul. Merci. Pourquoi ne pas aimer le plateau du bien? Voilà. Donc, on va déguster. Hein? Bon appétit à vous. Merci. On peut prendre le biscuit en bas. Oui. Pourquoi tu veux que tu attends que je déguste avec toi? Ah, c'est tellement Moi, léger. j'aime bien. C'est comme les glaces que vous avez l'habitude de prendre. Justement. Ouais, c'est tellement léger, pas la bouillie de riz qu'on prend d'habitude qui est tellement compacte. Oui. Là, c'est... Non, c'est trop bon. C'est trop bon. L'odeur qui est en fond, on dirait l'assaisonnement, je sais pas. Les épices. Les épices. Oui, il a rajouté des épices. C'est comme mon ami, le maître brasseur Barnabé. Succulent. C'est trop bon. C'est trop bon. Trop bon. Nous avons validé. Vous avez essayé les fleurs là. C'est trop bon. Eh bien, j'ai une fleur. C'est trop bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Rien à dire. C'est très bon. Super. Jacques ne peut même pas s'arrêter. Tu peux faire ça chez moi, non? Y a pas de Mot de ventre assuré. Pourquoi tu es comme ça, ma Charlotte? Je t'ai invité ici. J'allais la concentrer sur C'est trop bon. la dégustation tellement qu'elle a oublié que je dois rendre l'antenne, qu'elle a fini la rubrique. Tu peux aller. Ah, je peux aller. D'accord. Eh bien, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes en compagnie du chef Alibo. Et c'est François. Bien, c'est Essai. Voilà, Essai François. Merci beaucoup, chef, pour ce plat de mousse de riz infusé aux épices. C'est un vrai délice. Et c'est chez vous également à la maison. Et bien, sur ce, nous allons également vous dire au revoir. Le plateau du bien-être pour ce matin, c'est fini. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est trop bon, c'est trop bon.